Merci Guylaine, merci Françoise, bonsoir à tous et bienvenue dans Complément d'enquête. On va vous raconter ce soir l'histoire d'une femme trop généreuse qui donnait trop d'argent à son entourage. C'est l'affaire Bettencourt dont le procès vient de commencer. Mais c'est pour nous aussi l'occasion de nous intéresser aux riches, aux ultra-riches et à ce qu'ils font de leur argent. Enquête sur les nouvelles philanthropies, sur ces milliardaires qui font don de toute leur fortune. Riches, quand leur argent fait notre bonheur, c'est le thème de ce 286e numéro de Complément d'enquête. Le bonheur, je vais le tirer d'où? D'aller tirer des balles de golf en or ou au contraire, d'aller faire le bien, d'essayer de partager. Moi, mon bonheur, je le tire de là. Je donne pas de leçons, chacun fait ce qu'il veut. C'est un choix personnel. Donc je l'ai fait, je ne reviendrai pas dessus. Mon argent ira là où il est, c'est-à-dire pour les plus pauvres, pour les plus faibles. Et pour parler des riches, et en particulier de ceux qui n'ont pas envie de jouer au golf avec des balles en or, eh bien nous sommes venus nous installer ici, au Péninsula. C'est l'un des derniers grands palaces parisiens qui a ouvert ses portes au mois d'août dernier. On va recevoir ici un millionnaire français, philanthrope. On va vous faire découvrir le charity business à l'américaine. Et puis on va revenir sur la générosité très controversée de la femme la plus riche de France, Liliane Bettencourt. Mais d'abord, un homme que vous ne connaissez sans doute pas. Il s'appelle Jean-Baptiste Descroix-Vernier. Il a 44 ans. Il a grandi à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise. Il a fait fortune dans l'Internet et aujourd'hui, il consacre la plus grande partie de son argent à la construction de puits en Afrique. Millionnaire et missionnaire, c'est un reportage de Romain Boutilly, Mathieu Régnier et Vincent Buchy. Pour tweeter, réagir et commenter, le mot-clé CC d'enquête. Ce coin perdu de Savoie, il ne s'y rend qu'une seule fois par an. Merci Justin. Bonjour, Romain. Jean-Baptiste Descroix-Vernier, bonjour. Cet homme très attendu est un bienfaiteur. Alors refermez bien derrière vous pour pas qu'il s'enfuit. Ce jour-là, Jean-Baptiste Descroix-Vernier rend visite à quelques-uns de ses nombreux protégés. Toi tu sors, beauté. Allez, Manu. Beauté. Des pensionnaires nourris logés dans ce refuge 3 étoiles, au pied du Mont Blanc. Bonjour, ça va? Bonjour toi. Ces derniers mois, ces chats estropiés et maltraités dont personne ne veut ont vu leur confort s'améliorer considérablement. Donc là vous avez les chats qui se font bronzer, vous avez les chatteries derrière. Ça, c'est notre chatterie, oui. Et La chatterie. on vient de tout refaire. Le bâtiment a été entièrement refait à neuf, à ses frais. Bonjour les petits Il bébés. commence à être grand. À l'intérieur, il y a même une crèche et une infirmerie. Quand Jean-Baptiste Descroix-Vernier aide ses chats, rien n'est trop beau ni trop cher. On a dû dépenser quoi pour cette infirmerie? 30 000 € je crois. Donc le prix d'une grosse voiture ou de 2 grosses voitures, je sais pas combien ça coûte une voiture aujourd'hui, mais... Ça, 30 000 €. Bon, bah, ça va, j'ai déjà une voiture, je préfère avoir une infirmerie. Alors, Colette va nous faire... Pour faire tourner le refuge, cet amoureux des félins envoie chaque mois 3 000 €. 10 ans après l'apparition soudaine de ce mystérieux philanthrope, la directrice du refuge n'en revient toujours pas. C'était comme un conte de fées pour nous. Parce que beaucoup de gens nous promettaient de nous aider, mais personne ne nous aidait. Et qu'est-ce qui vous a surpris? C'est son... Sa bonté. C'est notre gibet à nous. On ne veut pas qu'on nous le prenne. Comme l'impression d'avoir tiré le gros lot. Il faut dire que l'homme n'est pas à 3 000 € près, il est richissime. Quand on a les millions, il y a tous les choix s'offrent à vous. Vous pouvez vous acheter une belle Ferrari, voire même une concession de Ferrari, si c'est plein de millions. D'un club de foot, club de basket, des beaux fringues, etc. Moi, je sauve des chats et autre chose, et tout ce que je peux. Super. Allez, on est parti. À bientôt. Qui est ce bon samaritain? Salut, Naughty. Ce n'est pas un rentier, On se revoit bientôt. ni un gagnant du loto. À bientôt, merci, bravo. Jean-Baptiste Descroix-Vernier est un entrepreneur très singulier. Jean-Baptiste Descroix-Vernier, alias JBDV. 4 lettres pour les intimes, 2 visages pour les médias. D'un côté, l'homme d'affaires redoutable, star du petit monde du numérique, connu pour sa réussite insolente. De l'autre, un philanthrope méconnu qui redistribue de son vivant toute sa fortune dans les pays pauvres.
Un patron qui fait souvent figure d'ovni. Ce fils d'un stit et d'agriculteur a d'abord été séminariste, puis avocat d'affaires avant de faire fortune sur le web. Côté pile, un marginal un peu mystique. Côté face, un homme de réseau qui a ses entrées en politique et chez les stars du 440. Docteur Descroix, Mister Vernier, portrait d'un patron atypique qui tente de concilier soif de réussite et générosité. Avant d'être généreux, Jean-Baptiste Descroix-Vernier est d'abord un homme pressé. Sa société, il la dirige depuis Amsterdam. Il ne vient en France que 2 à 3 fois par an, en coup de vent. Ce jour-là, passage express à Levallois, près de Paris, dans une des 23 filiales de son groupe. Une start-up lancée dans les années 2000, devenue aujourd'hui une société cotée en bourse de 300 salariés. C'est symbole de nos équipes. Il y a une quinzaine d'années, quand j'ai créé la boîte, j'avais pas une thune. Il fallait recruter des programmeurs. Et on a recruté des hackers qui n'avaient pas forcément les diplômes, mais qui avaient la compétence. Du coup, depuis 15 ans, ils nous appellent un peu sur Internet les ninjas, les mecs un peu masqués. Il y a 15 ans, avec ses ninjas, il fait figure de pionnier en anticipant le boom du commerce en ligne. Son entreprise se spécialise dans la sécurisation des paiements sur Internet et va connaître un succès fulgurant. Les chiffres d'affaires de Rentability Web, c'est 300 000 € la première année, 2,5 millions la deuxième, après c'est 9 millions, après c'est 13 ou 14 millions, 25 millions et tout le bazar. Donc quand tu fais 3 ans et que tu es passé de 300 000, ce qui est déjà pas rien pour une entreprise à 10 bars, tu te dis ok, il y a un marché, il y a un secteur, il y a un produit qui est bon. Aurélie, comment tu vas? Une bonne idée, une fortune rapide, jusque-là une histoire assez classique dans le milieu du web. Sauf qu'en matière d'argent, Descroix-Vernier ne fait rien comme les autres, à commencer par son propre salaire. Et mon salaire final est de 3 900 € net. Donc il vous arrive d'être à découvert parfois? Ben, c'est exactement le cas. Je finis mon mois à plus 100 ou moins 50. Mais j'ai pas besoin de plus. Je paye mon loyer, je paye mes fringues, mes clopes. Voilà, donc j'ai pas besoin de plus. Attends, à quelle heure il faut décoller avec les motos? Un PDG à 3 900 € mensuels, c'est 10 fois moins que certains cadres de son entreprise. Je vous dis au revoir, je fonce. Hein. Mais l'homme est actionnaire majoritaire de son groupe et pèse pas moins de 100 millions d'euros. Assez pour être à l'abri du besoin et s'adonner à son hobby, sauver des vies. Alors c'est quoi le programme là? Là, on va à l'aéroport. Je pars, j'ai un avion à prendre, un peu ric-rac, j'espère que je ne vais pas le rater. Vous allez où? Je vais au Togo. Je vais en mission humanitaire. Allez, c'est parti. PDG le matin, philanthrope l'après-midi. Plusieurs fois par an, Jean-Baptiste Descroix-Vernier s'éclipse discrètement. Une facette de sa vie dont ses clients et ses actionnaires ignorent pratiquement tout. Presque un secret qu'il n'avait jamais dévoilé face à une caméra. Le lendemain, Lomé, capitale du Togo. Départ pour le nord-est du pays, avec une équipe de bénévoles locaux. Celui-là, je peux le garder avec moi. Il y a les plans dessus. Sa casquette d'humanitaire sur la tête, Descroix-Vernier est fidèle à lui-même, à fond. La cause qu'il a choisie, installer l'eau potable. Là, on va aller voir des villages qui n'ont pas l'eau. C'est les zones où il n'y a pas l'eau potable, il n'y a rien d'autre. L'eau potable, c'est le début de la survie. On parle après d'électricité, d'arrivée d'essence, de médicaments, d'université. C'est un autre débat. L'eau potable, il n'y a rien sans eau potable. C'est parti pour 6 heures de piste. Depuis 7 ans, le multimillionnaire intervient au Togo, mais aussi en Guinée ou au Burkina Faso, là où près de 60% de la population n'a pas accès à l'eau potable. À travers sa fondation, il finance l'installation de puits, déjà une vingtaine au Togo. Et dans la brousse, ça commence à se savoir. Premier arrêt, Maoumbe, un village qu'il n'a pas encore équipé.
Alors tu es le roi? Enchanté de te rencontrer. Malgré les sourires, la situation est ici alarmante. Montrez-moi où vous puisez l'eau. D'où elle vient cette eau? On va visiter. C'est le début de la saison sèche. Les 800 habitants veulent montrer à Décroix-Vernier l'unique point d'eau qui leur reste, à une demi-heure de marche. 4 fois par jour, les femmes font l'aller-retour entre le village et un ruisseau d'eau stagnante. Ben voilà l'eau, à plusieurs kilomètres du village. Ils vont remplir, tu vois, regarde. Voilà, on remplit. Et puis on ramène de la mort en voulant faire vivre. Sans eau, il n'y a pas de survie, mais cette eau-là, c'est une eau de mort. Et c'est une eau de mort même en y mettant les pieds, les mains, les doigts dedans. Cette eau, souillée par les bactéries et les parasites, les villageois la boivent, cuisinent et se lavent avec, faute de mieux. Un poison du quotidien qui provoque notamment la dysenterie. C'est ici la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. À cause de cette eau, dans une maison familiale, ils ont perdu 7 enfants. Et actuellement, les enfants, les garçons qui sont là, quand ils urinent avec du sang. Ils ont des maladies. Assaillis par les habitants en détresse, ils n'hésitent pas longtemps avant de mettre la main à la poche. D'autant que pour sauver ce village, il n'en coûtera aux millionnaires que 10 000 €, le prix d'un puits. Il faut d'urgence dans ce village faire un puits. Je pense que si je le fais pas très vite, je vais porter un certain nombre de morts sur ma conscience. Je peux le faire, il faut le faire. Vous pensez que c'est là? Tout le monde est d'accord? Ici. Là, de l'eau potable. Il y aura de l'eau potable ici. L'homme semble parfois comme enivré par sa propre générosité. À en croire les membres de son équipe, c'est la preuve qu'il n'est pas ici pour soigner son image. Oui, je veux une photo encore là. Voilà. Son engagement, il est vraiment gratuit. Gratuit dans le sens sans arrière-pensée, quoi. Sans intérêt pour lui. Voilà, sans intérêt pour lui. On le sent vraiment honnête, sans problème, quoi. Il ne parle jamais de son entreprise, il est très discret. Il veut servir l'humanité. Bon. Ça ne s'explique pas, hein. Moi je vois que ça ne s'explique pas. Dans ces régions oubliées, délaissées par les autorités et par les ONG, pas étonnant qu'il soit accueilli comme le Messie. Cela donne lieu, parfois, à des scènes surréalistes. Et il y a le puits, oh là là, le puits Liège, je vois le puits. C'est mon puits, c'est notre puits. Cette fois-ci, le PDG nous emmène dans un village qu'il a déjà équipé en eau potable. Accueil en fanfare et cérémonie officielle. Le roi du village lui confie sa propre couronne et l'intronise carrément roi de la région. Merci. Appelle. Agoraphobe et un peu gêné par tant de ferveur, le bienfaiteur joue pourtant le jeu. C'est l'inauguration du puits. Après un an de travaux, il inaugure son 70e puits en Afrique. Un accomplissement personnel. En tout, il a déjà investi plus d'1 million d'euros. L'argent compte pas là, c'est pas un problème d'argent. On trouvera toujours l'argent qu'il faut pour faire un puits. Et même si j'avais pas de quoi, j'irais racketter mes copains, je trouverais. Parce que là on sauve le monde, là, c'est là. C'est pas à Paris. Hein. Selon ses propres calculs, 400 000 Africains ont désormais accès à l'eau potable, grâce à lui. Ce qui lui vaut ici un surnom, l'ange de l'eau. Elle est même bonne. Elle est même bonne. Est-ce que c'est aussi pour vivre ces moments-là que vous faites ce que vous faites? Non,
Non, du tout, parce que d'abord, je ne m'attendais pas, ça me gêne un petit peu, tu vois. Et puis je ne peux pas revisiter tous les villages dans lesquels je quitte l'eau. Non, je ne cherche pas les honneurs, je cherche l'honneur. Tout juste concède-t-il qu'il ne détesterait pas un jour devenir un exemple. Il faut dire qu'en France, son cas est presque unique. À 45 ans, il a déjà prévu, de son vivant, de léguer toute sa fortune à une quinzaine d'ONG. À Paris, ses rares amis dans la confidence, eux-mêmes philanthropes, ne l'ont jamais vu se vanter ou courir après la reconnaissance. Je suis étonnée qu'il vous en ait parlé, mais... Parce que? Parce qu'il est assez secret. Je crois même qu'il aime se cacher. Je dirais pas que c'est un misanthrope, mais quand même, c'est quelqu'un qui n'aime pas particulièrement la société, en tout cas pas la société mondaine, du tout. Je ne pense pas que ce soit ni une posture, ni un sacrifice. Je ne le vois pas de cette manière-là. Je pense qu'il ne faut jamais oublier quand même, c'est que parfois les gens ont une éthique. Et que cette éthique leur permet de vivre. Ça aussi, c'est important de le souligner. Et c'est le cas de Jean-Baptiste. Le philanthrope assume aussi un certain goût pour le paradoxe. Comme ce soir-là, où il accepte qu'on le retrouve dans cet hôtel 5 étoiles des beaux quartiers. Une vieille habitude, l'un de ses rares plaisirs, dit-il, quand il passe à Paris. Sans complexe, il avoue aimer gagner de l'argent, le plus possible, mais ce n'est pas une fin en soi. Le bonheur, je vais le tirer d'où? D'aller tirer des balles de golf en or ou au contraire, d'aller faire le bien, d'essayer de partager. Moi, mon bonheur, je le tire de là. Je donne pas de leçons, chacun fait ce qu'il veut. Un matin, vous êtes levé comme ça en vous disant « je vais tout léguer ». Non, je le savais. Je le savais, j'ai créé ma fondation des années avant d'être riche. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Préparer le terrain au cas où ça vienne. C'est un choix personnel. Donc je l'ai fait, je ne reviendrai pas dessus. Mon argent ira là où il est, c'est-à-dire pour les plus pauvres, pour les plus faibles. 100%. Mais à ma mort, il n'y aura rien, je n'aurai pas d'enfant, j'en veux pas. Le partage plutôt que l'héritage, la solitude plutôt qu'une vie de famille. Il vit reclus à Amsterdam depuis 10 ans. Une vie d'ascète, peu de sorties, 18 heures de travail par jour, sur une péniche louée à l'année. Et ça, c'est mon vélo. Il marche bien, c'est un bon vélo hollandais, tu vois, qui n'a pas de frein. Ça, c'est un bon vélo. Donc c'est la seule chose dont vous êtes vraiment propriétaire? Non, j'ai craqué il y a 20 ans pour un bien somptuaire, c'est ma montre. C'est une Rolex en acier que je me suis achetée quand j'étais avocat. Donc, monsieur Séguéla, j'ai réussi ma vie. Pas peu fier d'être devenu modeste, lui qui succomba un temps à la Porsche, au bateau à Saint-Barth. De sa vie en France, il garde le souvenir amer du regard qu'on porte sur la réussite et préfère de loin le libéralisme hollandais. En France, dès l'instant que vous voyez quelqu'un qui est riche, il y a une espèce de suspicion malsaine. On va se dire, tiens, pourquoi il est riche? Est-ce qu'il a volé quelqu'un? Est-ce que c'est un malhonnête, etc. La première question qu'on va se poser, c'est pas est-ce qu'il a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'il était plus courageux que les autres? Est-ce qu'il a eu de bonnes idées? Est-ce que si, est-ce que là? Non. Là, c'est un pays ultra-libéral. Donc forcément, on a plus l'admiration du mec qui a réussi, plus que de suspicion envers lui. Ouais. Et ça vous plaît? Ah ouais, ça me plaît. Moi, j'ai rien volé à personne, donc le regard salaud de riche, je peux pas le supporter. Ouais. Le millionnaire iconoclaste n'a pas peur des clichés, encore moins des critiques. Souvent incompris, il dit puiser sa force dans sa foi et parle beaucoup de Dieu. Le seul, pense-t-il, qui pourra un jour le juger.